La francophonie et la francophilie, moteur, parfois négligé, d'une croissance durable, c'est la thèse de Jacques Attali qui vient de remettre un rapport sur le sujet au président François Hollande. Jacques Attali est l'invité du Grand Angle aujourd'hui. Bonsoir Jacques Attali. Bonsoir. Merci d'avoir rejoint le plateau du 64 minutes. Alors, vous êtes président de Planète Finance, c'est une entreprise de microfinance et de microcrédit, une ONG qui est présente dans 88 pays, je pense, à l'heure actuelle. Alors, je vais rappeler votre parcours en quelques mots, c'est difficile en quelques mots. Vous êtes diplômé de l'école polytechnique, ingénieur des mines, vous avez fait l'ENA, Sciences Po Paris, docteur en économie. Vous avez été conseiller spécial du président François Mitterrand dans les années 80. Vous avez dirigé la Banque européenne pour la reconstruction et le développement dans les années 90. Vous êtes écrivain, éditorialiste, essayiste, vous avez publié au moins 65 livres, je crois, dont d'ailleurs des romans et des pièces de théâtre, c'est moins connu. Et vous venez donc de remettre au président Hollande un rapport intitulé « La francophonie et la francophilie, moteur de croissance durable ». Est-ce que ça veut dire que vous avez écrit ce rapport pour rappeler à la France qu'elle avait parfois tendance à oublier, à sous-estimer, à mal utiliser la francophonie? Oui, absolument. Je pense que la France est le moins francophone des pays francophones. Ouais, c'est le paradoxe. Et parce que la France étant évidemment, comme toujours, quand on a les choses garanties, c'est notre langue nationale, on ne pense pas que c'est un bien précieux, donc on ne pense pas à le protéger. Or, à l'évidence, la francophonie et la francophilie, c'est-à-dire le fait d'aimer la France même si on ne vit pas dans un pays francophone, c'est un atout économique absolument majeur. D'ailleurs, il y a maintenant beaucoup de théories économiques qui démontrent que les gens qui parlent la même langue font beaucoup plus d'affaires entre eux. Ouais. Et donc, plus il y a de gens qui parleront français, plus il y aura de gens qui utiliseront, développeront, travailleront, produiront, commerceront, échangeront, achèteront des produits de pays francophones. Donc, votre thèse, c'est de dire qu'une langue, une culture a aussi un potentiel économique à condition de bien l'utiliser. Toutes les études qu'on a faites dans ce rapport montrent que le potentiel, ne serait-ce que pour la France, sans compter le potentiel énorme pour les autres pays francophones, de la francophonie, c'est 1 million d'emplois en plus, et c'est à peu près 50 milliards d'euros de commerce extérieur en plus, si on s'y prend bien. Naturellement, ça veut dire qu'il faut être capable d'éviter la catastrophe qui est possible, parce que si aujourd'hui 200 millions de personnes vivent en français, s'il y a tellement de gens hors de la francophonie qui parlent et qui adorent la France, d'ailleurs dans le rapport nous faisons parler 200 personnes qui sont des ministres, des chefs d'entreprise, des écrivains. Et vous leur demandez en fait ce que la langue française leur a apporté dans leur vie. À des gens qui ne sont pas du tout de pays francophones, qui sont américains, allemands, thaïlandais, il y a tous les pays, chinois, pratiquement japonais, tous les pays du monde. Ouais. Et on se rend compte que la francophonie est très importante pour eux, la francophilie est très importante pour eux, et que c'est un apport énorme pour la France. Évidemment en termes de tourisme, d'image de marque, etc. Mais le risque est grand, parce que nous sommes en effet 200 millions à parler français. Nous pouvons être 700 millions en raison de 770 millions, 800 millions. En raison de la croissance démographique. Mais beaucoup de choses pourraient nous permettre de nous conduire à un effondrement. Vous parlez d'un effondrement. On peut descendre à 100 millions. Ouais. Et ça, c'est incroyable, parce qu'on a une vision assez optimiste aujourd'hui de la francophonie. Oui, mais c'est pas du tout garanti. D'abord parce que le système scolaire dans les pays africains, malheureusement, est très délabré et pourrait se délabrer encore plus en raison de la croissance démographique et des infrastructures étatiques. Il pourrait se délabrer et donc l'enseignement tout court pourrait disparaître, et en particulier l'enseignement en français, puisque ces pays pourraient avoir une tendance, si la France et les pays francophones riches ne les aident pas, à développer dans l'enseignement primaire les langues nationales ou les langues locales. En plus, les technologies conduisent déjà à rendre beaucoup plus facile de faire des radios, des télévisions, et beaucoup de gens vont commencer et font déjà des radios et des télévisions en langue locale, ce qui fait qu'on le voit beaucoup. D'ailleurs, le français perd du terrain. Et en plus, donc il n'y a pas seulement la concurrence de l'anglais, il y a aussi la concurrence de la langue locale. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a la concurrence de l'anglais qui fait que les élites africaines commencent un peu trop, à mon goût, mais c'est leur choix, à envoyer leurs enfants faire des études dans les universités américaines, parce qu'il y a eu l'épouvantable circulaire Guéant qui leur disait venez faire vos études, mais ensuite vous ne pourrez pas travailler en France, ce qui était un scandale. La circulaire, c'était de leur dire vous pouvez venir faire vos études en France, encore pas tous, mais une fois que vous les avez faites, vous rentrez chez vous. Voilà, c'était vraiment, on ne dira jamais assez le tort que cette circulaire a joué, et joue encore, parce que les Américains ou d'autres disent aux étudiants en Afrique n'allez pas en France parce que cette circulaire sera de nouveau en vigueur si la droite revient aux affaires, et vous n'aurez pas la possibilité de faire de travailler en France. Donc les talents qui sont aujourd'hui recherchés partout à travers le monde ne sont pas assez attirés en France. Et donc nous avons, dans ce rapport, j'ai essayé avec tous les collaborateurs et les centaines de gens que j'ai consultés
fait des propositions pour aller 53, vous en faites. Voilà. Ouais. Et donc, j'ai vu le président de la République, j'ai vu le gouvernement, beaucoup de ces propositions seront reprises. La première, c'est d'abord d'enseigner le français en France. C'est de faire qu'on vive en français en France, qu'on vive selon la culture française, de la laïcité et de la langue française, qu'il ne sera pas possible de vivre dans une autre langue que le français en France. C'est un combat permanent. Parce que même le français est menacé en France. Oui, parce que des tas de gens pourraient être tentés par facilité si on ne les y amène pas davantage, si on ne crée pas les processus d'intégration à vivre dans une autre langue. La deuxième chose importante à faire, c'est évidemment de maintenir l'enseignement primaire et secondaire, et qui ne doit être pas seulement maintenu par les écoles telles qu'elles existent, qui font un travail formidable, mais on se rend compte qu'il y a une demande d'enseignement français énorme à travers le monde, et qu'il y a la place pour un groupe privé qui viendrait aujourd'hui créer des écoles de français, les écoles en français qui enseigneraient toutes les matières. Privé parce que le public n'est pas capable de le faire. La demande est gigantesque. La demande, le public est là et il fait très bien son travail. Il pourrait faire plus encore, mais la demande est gigantesque. Et quand j'entendais quelques socialistes tout à l'heure disaient qu'il faut faire tout et plus, et le contraire. Quand un État comme la France dépense déjà 25% chaque mois de plus que ce qu'il gagne, il ne peut pas faire beaucoup plus. Et en particulier, pas faire beaucoup plus pour financer les écoles à l'étranger. Donc, mais malgré tout, le marché est énorme, la demande est considérable, pas seulement d'ailleurs au Maroc ou en Afrique francophone, mais aussi au Nigeria, où il y a une énorme demande d'enseignement en français, parce que le Nigeria qui est le pays le plus peuplé d'Afrique. Et le pays entouré de pays francophones et qui a besoin de dizaines, de centaines de milliers de professeurs. Son bassin économique est francophone. Donc il cherche absolument à développer le français. Donc il y a le développement des nouvelles technologies qui va permettre d'enseigner à distance. Il y a le fait qu'il faut maintenir le cinéma français, donc créer des cinémas qui diffusent des films français. D'ouvrir des cinémas où on diffuse des films français. Salles, il n'y a pratiquement plus de salles en Afrique. Il faut en créer, il faut permettre aux films français de mieux se diffuser. Pour ça, faire beaucoup plus de sous-titrage. Il faut créer l'équivalent du Netflix francophone, et il y a un besoin considérable. Et puis, je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin et se dire que l'espace francophone, c'est un espace politique. Moi, je rêve d'un espace qui soit rassemblé sous une union francophone. Oui, vous proposez une union économique francophone. C'est une utopie, non? Bien sûr, mais l'Union européenne l'était aussi. Et ça peut commencer par des mesures symboliques. Par exemple, dans quelques pays du monde, par exemple à Hong Kong ou dans d'autres pays, on a créé ce qu'on appelle le French May. Tout le mois de mai est consacré dans ces pays à diffuser la culture française, les produits français, le tourisme français, etc. On peut imaginer, comme on a fait une fois la fête de la musique dans une ville, et puis après dans toute la France, et puis après dans le monde entier, d'avoir un jour français dans le monde, un jour français. Et que toutes nos ambassades, tous nos Français à l'étranger, tous les amis de la France, considèrent qu'un jour, peut-être un jour de septembre ou de mai, puisque l'habitude s'est pris, qui soit le jour français à travers le monde. Et vous avez consulté les ambassades. Vous pensez que ce serait séduit par cette idée? Tout à fait possible, et les entreprises seraient concernées. Faire un jour français, ça me paraît important. La deuxième chose qui serait possible de faire très rapidement, ce serait de permettre à tous les francophones d'avoir un accès dans les aéroports qui leur soit réservé. Ça ne veut pas dire que les visas seraient forcément plus faciles, ils doivent l'être, mais un petit peu comme les habitants de l'Union européenne ont un accès plus facile. Un accès réservé aux francophones. Un accès réservé aux francophones, non seulement en France, mais dans tous les pays. Vous n'allez pas jusqu'au visa francophone? Vous n'êtes pas pour la création d'un visa francophone? Je suis pour le fait que les visas restent spécifiques, mais il faut beaucoup plus facile en particulier les talents, il faut les attirer. Oui, pour les artistes. Je pense en particulier aussi qu'il faudrait, c'est une mesure symbolique importante, que le bac devienne francophone. Le bac de français c'est une de vos propositions. Devrait être un bac de francophonie, c'est-à-dire que il n'est pas normal que dans le bac de français, on n'enseigne pas assez les écrivains francophones d'autres pays que la France, et qu'on puisse connaître un peu mieux les écrivains africains, haïtiens et autres qui ont écrit en français. Alors très rapidement, vous reprochez par exemple à la France de ne pas être assez proactive. Vous citez l'exemple du Canada et du Maroc qui sont des pays très, très proactifs dans les pays francophones en Afrique. Et la France, en fait, elle se repose un peu sur ses lauriers. Exactement, alors qu'on voit qu'il y a une demande considérable. Prenez la Chine par exemple. La Chine forme à toute vitesse des Chinois francophones parce qu'ils ont compris que c'est pas en chinois s'ils veulent aller en Afrique, ils ont besoin du français. Les Français. Donc il y a une demande en Chine, en Inde, aux États-Unis, où d'ailleurs le français est en train pratiquement de reconquérir la Nouvelle-Orléans. Donc il y a des raisons d'avoir peur, mais il y a aussi des raisons d'espérer. Formidable. Et l'espérance, la constitution d'une union économique et politique francophone, qui, à mon avis, ferait un trépied. La France, ça doit être trois choses. Ça doit être l'Union européenne, l'Union francophone et le modèle social français qu'il faut préserver. Des moteurs de croissance durable. Merci Jacques Attali, merci d'avoir été l'invité du 64 minutes.